J'aimais bien Dalton Knecht. Il m'a procuré beaucoup de plaisir cette saison. Surtout en début de saison, il m'a fait kiffer. Son shoot extérieur était très fiable. Je pense que c'est vraiment un shooter celui-là. Et son éthique de travail prouve qu'il peut progresser encore pendant l'intersaison. Il va être à Charlotte, il va avoir beaucoup de shoots, il va se développer davantage. Il reviendra, ce sera un joueur important en NBA. Mais j'adore Mark Williams. Mark Williams, comment les Lakers ont fait pour aller chercher ce gars? Plus j'analyse ce move, plus je l'aime. Nous allons analyser le profil du joueur, sa force en défense, sa force en attaque, sa force au rebond, les détails du deal et ce que ça apporte aux Lakers au niveau flexibilité. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Mark Williams, c'est l'université de Duke Blue Devils. C'est-à-dire, c'est la conférence ACC. C'est l'une des conférences les plus difficiles de la NCAA, c'est-à-dire le niveau universitaire. Donc, quand quelqu'un est passé à Duke ou à North Carolina, ce sont en général des joueurs qui sont bien préparés. Et Mark Williams, c'était une force de la nature. À Duke, déjà, il avait déjà le potentiel pour être un défenseur, le défenseur de toute la conférence ACC. Il faut noter également le lien entre le coach des Lakers, qui est une légende du côté de Duke, et aussi l'une des assistantes coach, qui est Lindsay Harding, qui est une ancienne joueuse de Duke, une ancienne joueuse de WNBA qui a notamment joué à Los Angeles dans l'équipe des Sparks. Il se trouve que ce lien entre Duke, entre une ancienne joueuse de Duke et un coach qui est un ancien joueur de Duke, a pu faciliter la compréhension du jeu de Mark Williams. Surtout quand on sait que J.J. Redick était un mentor pour Mark Williams quand il était à l'université de Duke. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. En plus, c'est un profil très intéressant. Mark Williams, c'est 2m13, 2m13-14. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est son envergure. Il s'agit en NBA du joueur le plus grand. Vous avez bien entendu. Il est plus grand que Victor Wembanyama au niveau de son envergure. C'est-à-dire, si les deux se mettent debout, Victor sera plus grand. Mais si les deux lèvent les bras, Mark Williams sera plus grand. C'est-à-dire, du bout des doigts jusqu'au pied, eh bien, Mark Williams est le joueur le plus grand de toute la NBA. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand même un joueur extrêmement mobile. On va en parler. C'est un joueur de plus ou moins 115 kilos. C'est une belle bête. C'est quelqu'un d'assez agile avec ses mains et qui bouge très bien. Et ça aussi, on va en parler dans la suite de la vidéo. Alors, Mark Williams, c'est seulement 23 ans. Et ça aussi, c'est important puisque c'est à peu près la même tranche d'âge qu'un certain Luka Doncic. Donc, on voit que l'équipe des Lakers est en train de monter une formation dans laquelle il y aura une concordance entre le progrès de Luka Doncic et celui de leur pivot, du jeune pivot qu'ils viennent d'acquérir. Et quand on verra ce qu'ils ont donné pour avoir ce pivot, on peut résolument comprendre qu'ils croient énormément en lui, même si on verra aussi qu'il y a des bémols. Donc, c'est un joueur qui a été drafté en 2022. C'était une belle draft. C'est la draft de Banchero. Il a joué avec Banchero du côté du Duke. Et dans cette draft, notamment, il y avait un certain Max Christie. Donc, c'était une belle draft. Et lui, il a été choisi à la 15e position. Et depuis lors, donc, il a eu pas mal de blessures. La raison pour laquelle il n'était pas dans le top 10, c'était justement à cause des blessures qu'il avait eues, notamment lors de sa carrière universitaire. Et ces blessures vont le hanter pendant toute sa carrière pro. On va également en parler. Voilà, en gros, pour le profil du joueur. C'est un joueur de Duke.
C'est un joueur qui a été bien coaché, qui a été bien formé et surtout, il y a un lien avec le coaching staff. Alors, au niveau de sa défense, j'ai déjà vu quelques critiques sur sa défense. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un grand défenseur aujourd'hui? Si on pose la question de manière brute, on donnera une réponse tout aussi brute et on dira que c'est non. Cependant, il faut quand même nuancer ses propos puisque c'est un joueur qui a tout ce qu'il faut pour être un grand défenseur. Il a la mobilité et la longe. Et surtout, moi je l'ai vu sur certaines actions, en close-out, aller contester des tirs des shooters qui sont dans les coins. Dans une autre phase de jeu, je l'ai vu couvrir sur Trae Young, rester devant Trae Young. Donc c'est quand même quelqu'un qui a les fondamentaux pour être un bon défenseur, pour être en tout cas un excellent protecteur de cercle. Pour l'instant, on dira juste que c'est un protecteur de cercle correct avec 1,2 comptes par match, mais vu son allonge, il pourrait faire mieux. La question, c'est de savoir est-ce qu'il va pouvoir progresser? Est-ce que dans un système, il est capable d'être meilleur défenseur? Je pense que la réponse est oui. Parce que la défense, c'est non seulement des fondamentaux, mais c'est aussi l'attitude, l'énergie et surtout le système. Donc je pense que dans un système, il peut être très intéressant. Est-ce que ce sera Anthony Davis? Non, parce que Anthony Davis, des défenseurs comme lui, il n'y en a pas beaucoup en NBA. Mais en tout cas, il peut être un protecteur de cercle correct. Il peut contenir un joueur dans la raquette. Est-ce que ce sera un gros post defender à la Draymond Green? Je ne crois pas. Mais en tout cas, il peut être un défenseur tout à fait correct. Alors, un des éléments qui a fait qu'il n'a pas été un excellent défenseur, c'est aussi ses problèmes physiques. On en parlera tout de suite dans la vidéo, mais d'ores et déjà, on peut dire que ça aussi, c'est un élément qu'il faut mettre dans la balance. En tout cas, d'une manière générale, on pourra dire que c'est un défenseur jusqu'à présent qui est OK, mais qui peut être un meilleur défenseur dans un système avec un schéma de jeu et surtout avec beaucoup de motivation. Par contre, là où je l'adore, c'est au rebond. Il faut savoir que c'est un garçon qui tourne à peu près 10 rebonds par match, c'est-à-dire 9,8 rebonds sur sa carrière en NBA. Et là, depuis le début du mois de février, il est à près de 11 rebonds. Au mois de janvier, il était déjà à 11 rebonds. Sur les 10 derniers matchs, il est absolument extraordinaire au rebond. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque fois, il progresse, il passe un cap. Au rebond, c'est 10 rebonds comme je viens de le dire, mais surtout, c'est 3 rebonds offensifs pris par match. Et ça peut être très intéressant. Donc, c'est un joueur qui a déjà pris 15 rebonds offensifs dans un match de NBA. Donc, c'est un joueur qui a déjà pris 20 rebonds dans un match. Donc, vous avez devant vous un homme qui peut être très important au niveau du rebond. Et vous savez à quel point le rebond est important. Et le rebond offensif aide aussi à canaliser toute l'attaque d'une équipe. C'est un joueur donc qui peut être très intéressant. Mark Williams, c'est 16 points par match sur la saison. Avec une pointe notamment face à l'équipe des Grizzlies de Memphis à 38. Il a déjà inscrit 38 points face aux Memphis Grizzlies. Face à Jaren Jackson Jr. qui a déjà gagné le titre de DPOY, meilleur défenseur de l'année, et aussi face à Zach Edey. Donc c'est quand même quelqu'un qui est capable de dominer un match offensivement. Ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est qu'il a de très bonnes mains. Il attrape à peu près toutes les passes qu'on lui balance. C'est un petit peu l'antithèse d'un certain Jackson Hayes. Donc c'est quand même quelqu'un qui va pouvoir vous soulager LeBron James, soulager tout le monde en inscrivant à peu près une quinzaine de points par match. C'est un luxe. Et ça, je ne pense pas qu'on pouvait espérer avoir un pivot dans la NBA qui était disponible, capable de nous donner ça. Un joueur qui est capable d'inscrire 38 points dans un match face au deuxième de la conférence Ouest, eh bien, ça, c'est très intéressant. Il a aussi inscrit 20 points face à l'équipe des Denver Nuggets. C'est quelqu'un, à chaque fois que la compétition est plus élevée, il élève son niveau de jeu.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir sa progression de mois en mois et surtout d'année en année. Donc, offensivement, on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui va nous soulager, mais surtout, il faut voir comment. Cette équipe va être orientée périmètre. On a besoin d'avoir quelqu'un dans la raquette qui puisse attraper les balles, qui puisse se mettre disponible pour recevoir des passes et qui puisse soulager toute l'équipe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond un peu au profil Luka compatible des pivots qui ont pu avoir du succès dans l'équipe des Dallas Mavericks l'année passée, c'est-à-dire Gafford d'un côté et Lively de l'autre. Mark Williams, c'est aussi une vision du jeu. Quand il reçoit la balle au poste, il peut trouver des shooters dans le coin, il peut ressortir la balle, il peut faire des passes. Il tourne notamment à 2,5 passes par match, ce qui n'est pas mal. Avoir un pivot qui est capable d'inscrire 15 points par match, prendre 10 rebonds et faire 2,5 passes décisives par match, c'est très intéressant. Donc ça peut aussi décongestionner les raquettes de la NBA. Vient alors l'un des gros bémols de ce trade, c'est que nous sommes face à un joueur qui n'est absolument pas durable. C'est un joueur qui a eu des problèmes à l'université. Ça lui a coûté sa place parmi les 10 meilleurs choix de sa draft et qui est arrivé dès sa saison rookie, a perdu la moitié de la saison. Ensuite, sa deuxième année, il a joué à peu près une vingtaine de matchs et l'année d'après, encore une vingtaine de matchs, c'est-à-dire cette année-ci, je pense qu'il a joué, si ma mémoire est bonne, 23 matchs. Donc, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très durable. C'est quelqu'un qui a un problème récurrent au dos, une blessure au dos. Apparemment, selon toutes les garanties offertes au général manager des Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, ce problème de dos serait derrière lui. Espérons que ce soit le cas. Donc, la durabilité est pour moi le gros bémol de ce trade. Si on peut ajouter peut-être le tir extérieur qu'il n'a pas non plus, ou peut-être aussi on peut mettre en doute ses qualités défensives, eh bien pour moi c'est vraiment le gros point négatif de ce trade. Mais bon, on verra. En tout cas, apparemment, il serait de retour avec une blessure qui serait complètement guérie. On le souhaite aux Los Angeles Lakers. On revient sur le fit, on en a parlé un petit peu. Mark Williams est un élément qui fit parfaitement le jeu de Luka et même celui de LeBron. C'est-à-dire un pivot qui est capable de prendre des balles en haut, là, en haute altitude et claquer des dunks. C'est quelqu'un qui a près de 60% de réussite au tir. On voit donc que c'est quelqu'un de très efficace aux alentours de la raquette. Et Luka, avoir des gens qui sont des menaces au niveau du lob, ça lui permet d'aérer un petit peu le jeu et de pouvoir opérer comme il veut. Donc au niveau du fit, c'est excellent. Si on regarde le succès qu'a eu Luka Doncic à Dallas avec Lively et Gafford. Rappelez-vous, cette équipe a été jusqu'en finale NBA. Parlons maintenant du coût jugé exorbitant, élevé de cette transaction. Nous avons pu établir que Mark Williams est un excellent produit, perfectible certes, mais c'est un excellent produit. Cependant, le coût d'acquisition de ce produit peut créer au sein de la nation Lakers, au sein de la fanbase des Lakers, une forme de panique puisque les Lakers ont donné pas mal de choses pour obtenir ce joueur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont cédé? Ils ont cédé Dalton Knecht. Ils ont cédé également Cam Reddish. Donc, vous avez deux joueurs de périmètre qui partent, un défenseur et un shooter. À côté de cela, ils ont également cédé leur premier choix de draft pour la draft 2031. Et alors, ce qui est important à retenir, c'est que ce choix est complètement non protégé. Ça veut dire, quelle que soit la valeur de ce choix de draft, même si c'est le premier choix de la draft, eh bien, ce choix va aller à l'équipe des Hornets de Charlotte. Et ça, c'est le seul petit moment où je me suis assis et je me suis dit, c'est risqué quand même. Mais quand vous avez Luka Doncic dans votre équipe, vous partez du principe
que votre équipe ne sera pas à la loterie. On l'espère. On l'espère parce que, imaginez-vous. Donc, quelle que soit la position de ce choix dans la draft de 2031, ça va aux Hornets. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça prouve aussi à quel point ils pensent que ce joueur est la solution pour eux. Investir autant dans un joueur, c'est qu'ils ont le détail de sa progression. Ils savent que ça peut être un joueur dominant. Le joueur, pour rappel, il vient de Duke. Et à Duke, J.J. Redick a encore toutes les références. Il a toute cette université à sa disposition pour avoir les informations les plus sûres possibles. Parce que vous savez que certains de ces joueurs retournent à l'université pour prendre des cours, pour finir leur cursus et aussi pour s'entraider. Donc, si les Lakers ont été chercher ce joueur, c'est qu'ils savent qu'il peut être très intéressant. Mais ce n'est pas fini. À côté de ce choix non protégé de 2031, il y a également un pick swap. Un pick swap, c'est quoi? C'est que c'est pour l'année 2030, me semble-t-il. Et bien, ça veut dire qu'en 2030, quelle que soit la position de ce choix, s'il est meilleur que celui des Hornets, celui des Hornets va aux Lakers et celui des Lakers va aux Hornets. Autrement dit, les Hornets auront le meilleur des deux choix, entre le leur et celui des Lakers. Ça aussi, c'est un peu risqué. Autrement dit, il y a énormément d'assets qui ont été donnés à cette équipe des Hornets en échange de Mark Williams. C'est très risqué, mais je pense que ça prouve aussi que Rob Pelinka sait que cette année, il peut faire un grand coup. Sinon, il n'aurait pas fait ça. Et alors, le petit coup de génie de ce trade, c'est la flexibilité que ça apporte à cette équipe des Los Angeles Lakers. Ce move, puisqu'il est intéressant, peut-être pas de rentrer dans les détails, mais d'expliquer que Mark Williams est encore dans son contrat rookie. Sur 2 ans, il va percevoir 10,6 millions de dollars, plus ou moins, avec une 3e année qui sera une année où il sera un free agent que les Lakers pourront garder s'ils le veulent parce qu'ils auront ces droits, les bird rights, les fameux bird rights qui vous permettent de payer un joueur au-dessus du seuil que les autres équipes peuvent payer. Donc ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre ça, de comprendre que ce joueur, son salaire est extrêmement flexible. Donc, ce sera une attraction pour n'importe quelle équipe de la NBA si ça ne va pas, sauf s'il a une blessure grave, de pouvoir peut-être le remettre sur le marché des transferts. Mais en tout cas, c'est très intéressant de comprendre ça. Alors, le move qui a été fait permet aux Lakers de passer en dessous du second apron. Ça veut dire que les Lakers, sans entrer dans les détails, ont une masse salariale qui ne dépasse pas les 190 millions de dollars. Et ça permet à cette équipe des Lakers d'aller chercher quelqu'un sur le buyout market qui soit disponible. À condition que ce joueur ne perçoit pas pendant la saison, avant d'être coupé par son équipe, plus de 12,5 millions de dollars. Bon, dans ma vidéo précédente, je parlais de Lonzo Ball. Bien sûr, ça ne peut pas se faire puisque Lonzo, au lieu d'être coupé, eh bien, il vient d'être prolongé avec l'équipe des Bulls de Chicago. Et de toute façon, son salaire, s'il était plus de 12,5 millions de dollars, même s'il est coupé, les Lakers ne peuvent pas l'avoir. Cependant, il faut quand même garder cet élément en tête et garder aussi que c'est un deal qui a été fait 2 joueurs contre 1 joueur, 2 joueurs des Lakers contre 1 joueur des Hornets. Ça veut dire qu'il y a une place dans l'effectif qui s'est libérée. Donc, ça veut dire que les Lakers peuvent aller chercher un joueur sur le buyout market au niveau financier, mais aussi au niveau du roster. Donc, ça veut dire que ça peut être intéressant. Par exemple, si un joueur qui n'est pas content de sa franchise a été coupé, eh bien, les Lakers peuvent aller chercher et pouvoir renforcer donc cette formation, cette équipe dès cette année. Dernière chose, c'est pour dire que je pense que les Lakers n'ont pas terminé. Peut-être même que ce soir, il y aura encore un autre deal. Parce que vous remarquerez que Rui Hachimura n'a pas été touché. Gabe Vincent est toujours dans l'équipe. Pour mon plus grand bonheur, bien sûr. Mais si les Lakers veulent aller chercher encore un gros poisson, même s'ils n'ont pas de choix de draft,
ils peuvent quand même le faire. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce trade. Le prochain match des Lakers, c'est ce soir face aux Warriors de Golden State, qui ont également fait un trade important, puisqu'ils ont pu obtenir Jimmy Butler en échange de Kyle Anderson et d'Andrew Wiggins. On verra ce que ça donne, on verra si Butler sera en uniforme ce soir face aux Lakers. Je doute fort que ce soit le cas, mais en tout cas, très bonne opération des Warriors de Golden State qui devaient faire quelque chose pour donner une nouvelle dynamique à leur équipe. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de les battre ce soir et cette victoire va nous placer encore mieux dans cette conférence Ouest qui, à mon sens, va encore bouger. Prenez soin de vous. Ciao.